Et c'est un moment totalement inédit de notre histoire que nous venons de vivre tous collectivement. 55 jours de confinement, seule parade pour stopper l'épidémie de coronavirus. 55 jours pour certains sans travailler, sans voir nos proches. En quoi cela va nous transformer alors que l'on parle beaucoup du monde d'après? Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Alors que débute demain le déconfinement, que nous allons pouvoir de nouveau nous déplacer, que certains vont repartir travailler, comment allons-nous sortir de cette épreuve qui s'apparente pour certains à un traumatisme? Pour vous, le neuropsychiatre, dans quel état sommes-nous psychologiquement? Eh bien, on a été angoissé par le confinement et je pense qu'on va être angoissé par le déconfinement. Et c'est classique, c'est que les prisonniers, par exemple, sont malheureux quand ils entrent en prison et ils ont peur ensuite, après 4 ou 5 ans de prison, ils ont peur de sortir de la prison parce qu'ils ont peur du monde social où ils ont perdu l'habitude de vivre et ça devient pour eux un inconnu. Or, actuellement, ces 55 jours de confinement nous demandent de rentrer dans un nouveau monde. On ne sait pas ce qu'il va falloir faire. On sait que le virus n'est pas complètement mort. On sait que les transports sont modifiés. On sait que les conditions de travail vont être modifiées. On sait que la France est ruinée, que beaucoup de pays, de métiers vont disparaître. Et pour nous, c'est un nouveau monde inconnu. On ne sait pas si on va être capable de s'y adapter. Donc le déconfinement est une angoisse. Alors justement, Boris Cyrulnik, certains ont dit que c'est la peur qui nous a favorisé notre acceptation pour être confinés. Du coup, c'est aussi cette peur qu'on retrouve, vous le dites, qui fait que certains ne veulent plus sortir. Comment on va s'en libérer ? Non, je pense que la peur et l'angoisse, c'est un peu différent. La peur, on a l'objet de la peur. On sait comment il faut faire pour se protéger, s'associer, s'enfuir, se cacher. Alors que l'angoisse, c'est invisible, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors que dans le confinement, on nous disait, vous faites ça, vous vous confinez, vous faites des gestes barrières et vous serez protégés. On sait maintenant que c'était bien dit, il fallait le dire, mais ça provoquait la peur. Et que la peur est un mécanisme de défense, une adaptation qui permet de survivre. Les animaux qui n'ont pas peur meurent avant ceux qui ont peur. Parce que la peur est un mécanisme de défense. Alors que là, on se trouve face à une angoisse, on ne sait pas ce qui va se passer. Et alors, en plus de ça, le gouvernement provoque l'incertitude. C'est pas sa faute, c'est la faute aux scientifiques, puisque c'est la première fois qu'on a affaire à un virus dont on ne connaissait pas la formule chimique, dont on ne connaissait pas les effets cliniques, et on ne connaît toujours pas le moyen de le soigner et d'éliminer ce virus. Donc maintenant, on entre dans le monde de l'angoisse, alors qu'on est entré dans le confinement grâce à la peur. Boris Cyrulnik, vous dites on entre aussi dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas, mais est-ce que ça ne va pas remettre en cause notre mode de vie ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre rapport aux autres ? Ne serait-ce que le fait qu'il va falloir ressortir sans se serrer la main, sans se faire la bise ? Mais bien sûr, il va falloir inventer des nouveaux rituels. Alors, dans notre culture occidentale, surtout dans la culture italienne, espagnole, méditerranéenne et sud-américaine, on s'en lasse tout le temps. On abrace, on se fait des bises, on s'en lasse, donner l'accolade coup à coup, on se met le cou contre le cou des autres, on se tape dans le dos, eh bien ça, on ne pourra plus le faire. Mais il y a des tas de cultures qui ne se font pas la bise. En Asie, on se fait pas la bise, on s'embrasse pas, on se serre pas la main, et pourtant c'est des cultures d'une extrême politesse. Donc probablement on va être obligé d'inventer des nouveaux rituels de politesse, des nouveaux rituels d'interaction, mais c'est pas grave, on fait ça depuis tout le temps, on invente tout le temps de nouveaux rituels. Quand j'étais gamin, il n'était pas question de faire la bise à une fille, et encore moins à un garçon. On osait lui serrer la main si, avant de lui serrer la main, on s'était coiffé. Je vous promets que c'est vrai. Or maintenant, les jeunes ignorent complètement ça. Ils s'embrassent, ils se bousculent, et probablement la mixité a joué un rôle important dans l'apparition de ces rituels brutaux entre les jeunes. Donc c'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est que comme les adultes sont dans l'incertitude, après une période de chaos, on est obligé de déterminer de nouvelles directions. Le chaos est déterministe. Cette expression vient de Ilya Prigogine, qui était le prix Nobel de physique, et d'Isabelle Stengers, une philosophe. Le chaos est déterministe. Et là, on aura plusieurs directions à prendre. Et là, ce sont nos débats philosophiques, psychologiques, des débats de société qui vont nous donner la nouvelle direction. Justement,
Boris Cyrulnik, pendant ces 2 mois, par exemple, vous parlez de nouvelles directions. Près de 5 millions de Français se sont retrouvés en télétravail, 12 millions au chômage partiel. Qu'est-ce que ces 2 mois de confinement vont changer dans notre rapport au travail ? Alors, on peut faire le pari que le télétravail vient de découvrir un bénéfice. Et on peut faire le pari que certains métiers, pas tous, mais certains métiers vont développer le télétravail. Et déjà, ça a existé. J'ai des amis qui sont directeurs de plusieurs revues professionnelles et qui gouvernent leurs revues par télétravail et ils viennent à la maison d'édition 2 jours par semaine. Mais est-ce que ça va distendre les liens entre les gens, justement ? Mais bien sûr, c'est le contact qui tisse le lien, c'est le contact total, c'est pas l'écran. L'écran est une adaptation. Pendant la période de confinement, l'écran a été magique puisqu'il permettait de préserver un lien. Mais si on fait ça tout le temps, ça va dissoudre le lien. Les enfants qui étaient face aux écrans s'isolaient des liens et ils devenaient très troublés. Mais pendant le confinement, c'est l'écran qui préservait le seul lien. Donc si on continue à s'isoler devant un écran, ça va altérer les liens sociaux. Et ce qui est le tranquillisant culturel, c'est le lien social, c'est la familiarité. Or là, la familiarité va être complètement diluée. Donc on peut faire le pari qu'il y aura une augmentation des angoisses. Pour terminer, Boris Cyrulnik, vous dites aussi qu'on va apprendre peut-être à vivre moins vite, qu'on va en finir avec la culture du sprint. Alors ça, c'est le choix d'une société à venir possible qui était déjà en marche. On voit qu'aux États-Unis, qui est la culture du sprint, et au Japon, au Corée du Sud où j'ai travaillé au Japon, il y a une culture du sprint toxique, terrifiante. Eh bien, dans cette culture du sprint où les performances intellectuelles et sociales sont extraordinaires, les enfants sont de plus en plus mal. Il y a de plus en plus d'anxieux, de psychopathie. Les femmes en Chine se suicident comme jamais elle l'avait fait auparavant. Donc, est-ce que la réussite sociale peut se faire à ce prix ? Donc, je pense que là, dans l'évolution favorable, comme le font déjà les pays d'Europe du Nord, le ralentissement va être une amélioration. Mais je crains qu'il y ait aussi d'autres possibilités. C'est que dans les cultures de l'incertitude, on vote légalement, on élit un tyran. La plupart des dictateurs ont été élus démocratiquement et ça avait déjà commencé en Europe. Donc on aura plusieurs choix et les débats vont être passionnants et probablement passionnés. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir entamé justement cette réflexion qui va nourrir, vous le dites, et c'est certain, tous les débats dans les mois qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle votre dernier livre aux éditions Dit Jacob, La nuit, j'écrirai des soleils.